Dans le module 8, nous allons voir comment est-ce qu'on peut estimer notre probabilité de défaillance en approximant notre fonction d'état limite par une parabole, c'est-à-dire ça va être une approximation du second ordre, et de la même façon lorsqu'on utilisait avec la méthode forme, on va ici utiliser l'information à propos de la distribution conjointe de f de x, l'ensemble de nos variables aléatoires. Donc, petit rappel de la nomenclature qu'on utilise, x, c'est un ensemble de n variables aléatoires qui viennent définir soit la résistance ou la sollicitation. F de x, ça va être leur densité de probabilité conjointe. G de x, ma fonction d'état limite. Donc, celle-ci va être définie comme étant positive dans mon domaine de survie, négative dans mon domaine de défaillance. Et pour la limite telle que g de x est égal à 0, je vais avoir ma surface d'état limite. La frontière entre, ici, mon domaine de défaillance et mon domaine de survie. On voit mon f de x en tant que surface, mon f de x en tant que contour. On a nos PDF marginaux pour f de x pour x2 et ici pour x1. Parfait. Donc, je vous rappelle, même chose que d'habitude, on cherche à intégrer le contenu de probabilité pour f de x sur le domaine oméga pour tous les x tels que g de x est égal à 0. Donc, encore une fois, on cherche la solution à cette intégrale. Mais, encore une fois, la problématique est que, comme on va devoir traiter des problèmes qui sont en grand nombre de dimensions, où n est beaucoup plus grand que 2, bien, il est à la fois plus possible de tracer notre densité de probabilité f de x, et également, c'est plus possible, ou du moins c'est très difficile d'intégrer analytiquement en plus de 2 dimensions. Donc, on a déjà vu plusieurs méthodes, que ce soit FOSM, Form, des intégrations numériques comme Monte Carlo, pour résoudre ça. Là, ce qu'on va voir ici, c'est une dernière méthode analytique, la méthode SORM, Second Order Reliability Method. Donc, si on traduit ça en français, on pourrait faire ça comme l'approximation du deuxième ordre, utilisant la distribution conjointe de f de x. Et ici, quand on dit approximation du deuxième ordre, ça va être l'approximation du deuxième ordre de notre fonction d'état limite. Okay? Notre fonction qui nous dit je suis positif dans le domaine de survie, négatif dans le domaine de défaillance. Donc, comment est-ce qu'on approxime comment est-ce qu'on fait cette approximation somme? Il va y avoir deux étapes. Première chose, on va venir devoir voir comment est-ce qu'on peut estimer le contenu de probabilité qui est défini dans ce demi-espace qui va être défini par ma parabole en magenta ici. Donc, on avait déjà fait la même chose avec Form en définissant ce contenu de probabilité, mais qui est défini par un plan et non une parabole. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est comment est-ce qu'on peut étendre ce concept-là, mais pour une frontière qui est définie par un terme en fonction de x carré. Deuxième chose, c'est on va voir comment est-ce qu'on approxime notre fonction d'état limite par cette parabole, ou comment est-ce qu'on définit notre surface d'état limite également par cette parabole. Et on veut faire ça dans l'espace normal, centré, réduit. Donc, ça, c'était l'introduction de ce que je voulais voir avec vous. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on définit la probabilité de défaillance qui est décrite par la frontière qui va être définie par une parabole dans l'espace normal centré réduit. Ensuite, on va venir appliquer ça de façon à formuler la méthodologie complète pour SORM, Second Order Reliability Method. Ensuite, on va voir deux exemples à travers lesquels on va prendre les étapes pas à pas de façon à appliquer la méthode SORM et on va voir, il va rester des limitations. Quelles sont celles-ci et comment est-ce qu'on peut les dépasser, notamment avec d'autres méthodes, comme les méthodes d'échantillonnage Monte Carlo qui sont avancées. OK. Donc, première partie, on va voir comment est-ce qu'on peut quantifier le contenu de probabilité qui est défini par une frontière qui est un paraboloïde. Donc, on va faire tout d'abord un petit rappel de l'espace normal centré réduit. Ensuite, on va voir la formulation pour le contenu de probabilité défini par un demi-espace qui est défini dans un plan. C'est analogue à ce qu'on a vu avec FOSM et FORM. Et ensuite, on va venir étendre ce concept-là au demi-espace défini par une parabole. Donc, on l'a vu à maintes reprises, mais je veux être sûr que c'est frais dans la tête de tout le monde. C'est quoi l'espace normal centré réduit? Donc, on a U ici qui est un ensemble de n variables aléatoires, normal centré réduit, c'est-à-dire un PDF normal, moyenne de 0 et écart type de 1, qui est décrit par petit phi de n, donc en n dimensions, et ça, c'est l'expression analytique de cette densité de probabilité. Les caractéristiques de ces variables aléatoires et par conséquent de ces densités de probabilité, c'est que les contours du PDF sont sphériques et centrés à l'origine. Donc, ça veut dire que les probabilités dans toutes les directions vont diminuer
de façon exponentielle avec un incrément de ce que j'ai à l'intérieur de mon exponentielle ici, la norme de U. Et ça nous permet de dire quoi? Ça va nous offrir une symétrie rotationnelle, et c'est ce qui nous a permis de simplifier l'intégration en plusieurs dimensions en l'évaluation simple d'une fonction analytique du CDF de ma loi normale centrée réduite. Donc, ce qu'on avait déjà vu, c'est qu'on pouvait calculer la probabilité contenue par un espace qui va être borné par un plan, qui a une distance bêta de l'origine, en faisant simplement le CDF normal centré réduit en une seule direction, évalué à moins bêta, qui correspond à la distance entre l'origine et ce plan-là. Et ça, ce qu'on a vu, c'est que c'est analogue à faire l'intégrale sur notre densité de probabilité conjointe pour toute la valeur de x, dès que j de x est plus petit ou égal à 0. Donc ça nous a permis de réduire, de contourner la complexité, de faire une intégration en très grand nombre de dimensions. On a pu remplacer ça en simplement l'évaluation de cette fonction analytique. Okay? Mais là, la limitation qu'on a pour ici, c'est que ça définit le contenu de probabilité dans l'espace normal centré réduit pour une frontière qui est linéaire. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que dans plusieurs cas, notre fonction d'état limite va être une fonction qui est non linéaire. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est améliorer notre approximation en venant considérer les courbures de notre fonction d'état limite. Et en considérant ces courbures, on va être en mesure de diminuer notre erreur d'approximation en utilisant la méthode SORM, où on prend l'information du deuxième ordre par rapport à la fonction d'état limite, plutôt que FORM, où on considère simplement notre fonction d'état limite comme étant un plan. OK. Donc, si on veut venir faire cette même approximation, on peut venir définir la probabilité qui va être définie dans un demi-espace qui est décrite par une parabole comme étant cette approximation. Donc, notre probabilité de défaillance SORM, ça va être la probabilité pour l'événement bêta moins mu-n. Donc là, ce qu'on va voir ici, je fais un petit saut dans le thème, mais avec SORM, on va toujours venir réorienter notre fonction d'état limite, ou également par le fait même notre surface d'état limite, par rapport à une dimension. Donc là, ici, on a U1, U2, on a deux dimensions. Vous voyez que je suis venu mettre mon point de conception sur mon dernier axe U2. Okay? Le choix de U2, j'aurais pu faire le contraire, le mettre sur U1, c'est simplement par convention. Okay? Mais je viens mettre mon point de conception sur mon dernier axe, de telle sorte à ce que la courbure de mon paraboloïde soit simplement par rapport à un axe U1. Donc, si j'ai des courbures par rapport à U1, je n'ai pas de courbure par rapport à U2. Donc, je retire une des dimensions des courbures. Donc, ça veut dire qu'ici, je peux définir ma probabilité pour l'événement bêta moins UN, ma dernière dimension qui a été réorientée. Donc, en fait, ça ici, ça représente la distance entre l'origine et mon point de conception, plus ou du moins, bêta moyenne, c'est plutôt bêta moins n'importe quelle valeur ici par rapport à ma dernière dimension, plus une demi, ça c'est les parties qui concernent les courbures, ou kappa i, ce sont les courbures par rapport à chacune des dimensions, allant de i égale 1 jusqu'à n-1, parce que ma dernière dimension ici, il n'y a pas de courbure parce que j'ai réorienté mon axe. Ou c'est la 1 demi fois la somme pour toutes les autres dimensions de kappa i fois ui carré, le terme au carré qui correspond aux courbures ici. Et c'est cet événement-là, pour ce terme-là, qui est plus petit ou égal à 0. Et malheureusement, l'expression analytique pour le résultat de cette intégrale est plutôt complexe. Heureusement, ce qu'on va voir, c'est qu'on a une approximation au résultat de cette intégrale-là, qui est une forme simple, qui est ceci. Donc, le résultat de ce PF-SORM, quand on avait l'analyse form, First Order Reliability Method, on a vu que le résultat de l'intégrale pour le contenu de probabilité qui est borné par un plan, c'est simplement phi de moins bêta. On a encore cette partie-là. Okay? Le phi de moins bêta, ça représente le contenu de probabilité qui est défini pour un plan qui est défini au point de conception ici et qui serait une ligne droite ici. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient corriger ce terme-là avec le terme qu'on a à droite, qui est le produit pour toutes les autres dimensions sauf la dernière. Ça ici, c'est parce qu'on a réorienté notre domaine et les courbures sont que par rapport aux autres dimensions. Donc, ça fait cette terme de correction le produit sur tous les termes qu'on a ici de 1 sur 1 plus phi de moins bêta fois kappa i, la courbure dans chacune des ième dimensions. Et ici, ou psi, ça va être
ou psi de moins bêta, ça va être le ratio entre le PDF normal centré réduit de bêta et le CDF normal centré réduit de moins bêta. Et comme je vous le disais, où kappa i sont les courbures principales. Donc ici, on a déjà tout en main pour calculer ça. Tout ce que ça nous prend, c'est de déterminer comment est-ce qu'on va venir calculer ces courbures principales qui vont venir approximer le plus fidèlement possible notre fonction d'état limite. OK, et donc ça, c'est le cœur de la méthode SORM. Donc on va voir d'abord un petit peu plus en détail une introduction à la méthode. On va voir comment est-ce qu'on approxime notre fonction d'état limite à partir d'une série Taylor du second ordre. On va voir comment est-ce qu'on fait cette rotation du référentiel de façon à venir prendre ma surface d'état limite et venir la réorienter par rapport à mon dernier axe. Ensuite, on va voir un exemple d'application de cette rotation-là. On va voir par rapport à notre référentiel U, comment est-ce qu'on a besoin de faire des transformations de façon à venir exprimer nos courbures principales, qu'on va venir calculer par la suite. Et on va se refaire un petit sommaire des étapes pour avoir vraiment une démarche complète pour l'application de la méthode SORM. Donc, Second Order Reliability Method, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir approximer notre surface, en fait, pas notre surface, notre fonction d'état limite, petite coquille ici, notre fonction d'état limite G de U, par un paraboloïde ayant son apex centré au point de conception U étoile. Donc, ce qu'on faisait avec Form, c'est qu'on approximait notre fonction d'état limite par un plan ou un hyperplan. Là, ici, on va venir approximer notre fonction d'état limite par une parabole. Donc, une parabole ou une paraboloïde en plus de 2 dimensions. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? De façon analogue à ce qu'on faisait avec Form, on va venir transformer notre fonction d'état limite dans l'espace normal centré réduit. Ensuite, on va venir trouver, comme on le faisait avant, notre point de défaillance le plus probable, notre point de conception à l'aide de l'algorithme IHLRF. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de différence avec ce qu'on faisait avec Form, mais la différence vient dans le fait qu'on va calculer maintenant notre probabilité de défaillance SORM en utilisant la formulation suivante. Donc avec Form, on n'utilisait que ce premier terme ici, parce qu'on faisait l'hypothèse que notre surface d'état limite était un plan. Maintenant qu'on va faire l'hypothèse que notre fonction et notre surface d'état limite vont être des paraboloïdes, mais on doit ajouter ce terme de correction qui est fonction de psi de moins bêta, qui, je vous le rappelle, c'est le ratio entre le PDF de bêta et le CDF de moins bêta, fois kappa i, où kappa i vont être les courbures principales de ma surface d'état limite, ou de ma fonction d'état limite également. OK, donc, première étape, on va venir approximer notre fonction d'état limite dans l'espace normal centré réduit, c'est-à-dire mon G de U, par ce paraboloïde. Okay? Ce qu'on faisait avant, ce qu'on a fait dans les modules, je crois que c'est 5 et 6, c'est-à-dire FOSM et Form, on est venu approximer cette fonction d'état limite par une série de Taylor du premier ordre, c'est-à-dire par une fonction qui est linéaire ici. Et on avait déjà dit que G de U étoile va être égal à 0, parce que ce point-là va se retrouver sur ma surface d'état limite. Donc il ne restait que ceci. Donc là, ce qu'on vient faire avec la formulation de SORM, c'est qu'on vient bâtir cette série Taylor, mais cette fois-ci avec une équation du deuxième ordre. C'est-à-dire, on vient ajouter ce deuxième terme ici, qui inclut le Hessien. Où le gradient, c'était les dérivés du premier ordre, le Hessien, donc qui était ici un vecteur, mon Hessien, ça va être une matrice qui contient les dérivés partiels du second ordre. Okay? Donc ça, c'est les termes qui sont quadratiques qui vont venir gouverner ma parabole. Donc on avait vu également dans le module 7 qu'on pouvait reformuler notre fonction d'état limite en incluant un terme qui va être le ratio, la norme du gradient sur la norme du gradient. Okay? Donc le ratio est égal à 1, mais ça nous permettait de venir réorganiser ça comme étant bêta moins alpha u fois cette norme du gradient. Okay? Si vous voulez les détails de ça, allez revoir ce qu'on a vu ensemble au module 7. Et donc là, ici, j'ai 1,5 divisé par la norme du gradient, parce que là, ici, j'ai multiplié par norme du gradient sur norme du gradient, fois mon terme avec mon Hessien. Ou le Hessien de ma fonction d'état limite dans l'espace normal centré réduit, ça va être, comme je vous le disais, les dérivées secondes par rapport à toutes mes paires de variables possibles, UI, UJ. Donc, si j'ai n variables aléatoires dans X, je vais avoir n variables aléatoires dans U, et donc, mon matrice hessienne va être une matrice carrée de n par n.
Donc, ce qu'on a ici, c'est mon espace normal centré réduit. Donc, pour U1, U2, genre ma véritable surface d'état limite qui est représentée ici en magenta, ma fonction d'état limite, je ne la vois pas, mais elle va venir sortir de l'écran dans la partie blanche et va venir rentrer dans l'écran dans la partie orangée. Et donc, ce qu'on avait avant, c'est qu'on venait approximer cette surface d'état limite par un plan. Et quand j'ai ça, je fais une sorte de raccourci. Ce qu'on vient vraiment approximer, c'est notre fonction d'état limite. On vient l'approximer par un plan ou un hyperplan. Et par définition, l'intersection entre un plan et mon plan G égale 0, donc ça va me donner une droite. Okay? Donc, explicitement, ce n'est pas la surface d'état limite que je viens linéariser, c'est ma fonction d'état limite. Mais par définition, si ma fonction d'état limite est un plan, ma surface d'état limite va être un plan également ou un hyperplan, dépendamment des dimensions. C'est toujours en n-1 dimensions. Mais c'est la même chose pour SORM. Maintenant, ma fonction d'état limite est un paraboloïde, ce qui fait qu'en 2 dimensions, ma surface d'état limite va être une parabole. Okay? Toujours en n-1 dimensions, mais c'est toujours un paraboloïde. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est obtenir l'équation pour cette parabole qui va venir diminuer l'erreur d'approximation de représenter ma frontière par une parabole plutôt que par une ligne. Et ça ici, ça va être l'équation de ce paraboloïde. Donc du moins, dans le cas ici, ça va être le paraboloïde de cette équation-là égale à 0. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation de mes axes de façon à venir réorienter mon vecteur alpha de façon à ce qu'il soit parallèle à mon dernier axe, donc ici mon U2. Donc c'est ce que je viens faire, je viens retourner celui-ci de façon à ce que celui-ci soit parallèle à un nouvel axe, U2. Donc là maintenant, ce nouveau référentiel-là, je vais l'appeler U1' et U2'. Okay, j'avais U1, U2, j'ai maintenant U1', U2', où mon ancien axe U2 était là, mon ancien axe U1 était ici. Donc, OK, donc la distance entre l'origine et ce point de conception, c'est comme on avait précédemment, c'est bêta. Et maintenant, mon vecteur ici, ça va être alpha fois P, où P, c'est ma matrice de rotation. C'est une matrice qui nous permet de justement passer de notre référentiel U original à U', pour lesquels mon vecteur alpha va être aligné avec mon axe U2'. Et je peux faire la rotation inverse, donc passer de mon système de référence U1', U2' à U1, U2, en faisant la transposée de cette matrice de rotation, faire mon espace U', ça va donner mon espace U. Donc, c'est assez facile de trouver cette matrice de rotation. Ça se fait directement avec l'algorithme de Gram-Schmidt qu'on va voir en détail dans quelques diapositives. Et ça, cet algorithme-là nous permet d'obtenir directement notre matrice de rotation P, telle qu'on peut passer de l'espace U à U' et vice-versa. Donc, la matrice de rotation P prend une forme comme celle-ci, où c'est une matrice, si on a n variables aléatoires, ça va être une matrice n par n, où ma dernière rangée, ça va être directement mon vecteur alpha que j'aurais trouvé. Et la propriété spéciale de cette matrice de rotation, c'est que si on prend celle-ci et on la multiplie par sa transposée, ça va me donner la matrice identité. Et dans tous les cas, la dernière ligne de la matrice de rotation, ça va être mon vecteur alpha, mon vecteur gradient négatif normalisé. Donc, je sais ici que si je prends par exemple U étoile et je multiplie par ma matrice P, mais ce que je vais avoir, c'est des zéros partout, sauf pour ma dernière dimension où j'aurai bêta. Donc, c'est-à-dire, pour mon point U étoile dans l'espace qui a été retourné, mais j'ai aucune coordonnée où je suis à l'origine pour toutes mes dimensions sauf ma dernière, où je suis à bêta de l'origine. Ensuite, pour mon gradient, mais le gradient de ma fonction d'état limite évaluée à U étoile fois P transpose, ça va me donner 0 dans toutes les dimensions, sauf la dernière, pour lesquelles je vais avoir moins la norme du gradient. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Mais on sait qu'initialement, mon gradient va être perpendiculaire à mon vecteur alpha. Comme je viens réorienter mon vecteur alpha par rapport à la dernière dimension, mais je n'ai pas de gradient dans aucune direction, sauf dans la dernière, qui était initialement perpendiculaire à mon vecteur alpha. OK, donc si on vient mettre ça en pratique à travers un exemple, donc soit D et S, deux variables aléatoires, D ça va être la dimension transversale de ma barre, S la sollicitation appliquée sur celle-ci, voilà les moyennes et écarts types pour D ma dimension, S ma sollicitation, j'ai la limite élastique qui est déterministe, D et S, on fait l'hypothèse qu'ils sont indépendantes. Et ici on fait l'hypothèse que X1 et X2 sont normales.
Donc, ma fonction d'état limite, c'est R de x, c'est-à-dire d carré fy, moins s, la sollicitation. Donc, mon vecteur x, c'est ds, moyenne, et matrice d'écart type. Donc, si j'applique cette rotation du référentiel ici, j'ai x1, x2, mon espace original dans lequel mon PDF est normal multivarié. Ensuite, j'ai mon espace normal centré réduit, dans lequel j'ai encore une fois ma surface d'état limite. J'ai ici en turquoise mon approximation forme de cette surface d'état limite. Donc, j'ai mon vecteur alpha, mon vecteur gradient négatif normalisé, qui ici est positionné à mon point de conception U étoile et qui a une longueur unité et qui pointe dans mon domaine de défaillance. Donc, ce qu'on veut faire avec cette rotation du référentiel, c'est ramener ce vecteur alpha par rapport à mon axe vertical qui correspond à ma dernière dimension. Et ça, on fait ça à partir de l'algorithme de Gram-Schmidt qui va me donner cette matrice P. Ou, comme on le disait, mais la dernière ligne de ma matrice P, c'est mon vecteur alpha. Donc, ce vecteur alpha-là, c'est celui-là. Et tu vois, on voit qu'il forme ma dernière ligne pour ma matrice P. Et si je fais P fois toutes les coordonnées possibles dans mon espace U ici, on va retrouver cette rotation-là, où j'ai maintenant sur l'axe horizontal U1', l'axe vertical U2', où j'ai ici mon vecteur gradient négatif normalisé qui était retourné, c'est-à-dire alpha fois P, ma matrice de rotation, et j'ai mon U étoile prime, c'est-à-dire celui-ci a 0 comme coordonnée selon x1 et a bêta comme coordonnée selon l'axe x2. Donc, c'est exactement les mêmes formes, donc il n'y a pas eu de distorsion de mon espace, il y a simplement eu une rotation de celui-ci. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, si on regarde, comme on l'avait défini plus tôt, dans le référentiel U, ma fonction d'état limite est approximée par cette série Taylor du deuxième ordre, qu'on a pu simplifier par ce terme-là ici. Donc, comment est-ce qu'on va venir transformer cette approximation de notre fonction d'état limite, mais cette fois-ci dans le référentiel U' qui a été retourné. Donc, notre G' de U', dans l'espace qui a été réorienté selon mon dernier axe, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma fonction d'état limite évaluée pour P fois U', OK? Où je suis venu transformer mon espace ici, parce que je sais que P transpose fois U', ça va me donner U. Donc, je peux évaluer cette fonction-là, ça me donne directement la fonction dans mon espace retourné. Et ici, je suis venu approximer ça en divisant par la norme du gradient. Ça ici, comme c'est une constante, mais ça n'a pas d'importance, parce que ça ne va pas changer. Si je multiplie ma fonction d'état limite par une constante, ça change la pente de cette fonction d'état limite, mais ça ne va pas changer sa frontière. G de U est égal à 0. Donc, je peux faire ça. Et ça, on va voir, c'est nécessaire de façon à simplifier les termes de l'équation. Ce qui me donne ici bêta moins, on avait UN', donc ce UN', ça va maintenant être alpha P transpose U', donc c'est ma dernière dimension qui va être retournée, plus 1 sur 2 fois la norme du gradient, U' moins U' étoile, mon point de conception. J'ai ma matrice de rotation fois mon Hessien fois ma matrice de rotation transposée, et U' moins U' étoile. Parfait. Et donc, la partie qu'on a ici, matrice de rotation fois Hessien fois matrice de rotation transposée, divisé par la norme du gradient, on va venir représenter ça par une matrice A. Okay? La matrice A, je suis venu regrouper les termes que j'avais à l'intérieur ici, et je divise ça par la norme de mon gradient. Donc ça ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir isoler ici la partie A11 qui va nous intéresser. C'est-à-dire, dans cette matrice A globale, on va venir éliminer la dernière ligne et on va venir éliminer la dernière colonne. Parce que celle-ci, il n'y a pas de courbure par rapport à cette dimension-là. Parce qu'on est venu explicitement prendre ma fonction d'état limite. Donc là, ici, ce que ça représente, cette fonction-là, ça pourrait être par exemple la surface d'état limite. Je suis venu la réorienter par rapport au dernier axe, de telle sorte que toutes les courbures sont exprimées dans toutes les dimensions sauf la dernière dimension. Donc c'est pour ça qu'on vient ici retirer la dernière ligne, la dernière colonne, parce qu'il n'y aura pas de courbure par rapport à cette dimension-là. On est venu explicitement éliminer en faisant la réorientation. Donc, mon U1', qui correspond à mon A1, c'est toutes les dimensions, sauf ma dernière, qui correspond à mon AN. Donc ça nous permet de réécrire notre fonction d'état limite dans le domaine normal centré réduit, mais qui a été retournée, comme étant bêta moins U dans la dernière dimension prime, donc pour mon référentiel qui a été retourné, plus une demi U' fois U' étoile, donc la distance entre mes dimensions et mon point de conception, fois ma matrice A complète ici, U' moins U' étoile.
Et donc ça ici, si on vient briser ce terme ici en plusieurs sous-parties, je vais avoir mon terme pour le A1 qui est ma matrice ici, et je vais avoir un deuxième terme pour mes termes de dépendance entre A1 et ANN, qui est ici, et même chose pour mon dernier terme ANN. Et ce qu'on veut voir ici, c'est que si on s'approche de notre surface d'état limite G de U est égal à 0, ces termes-là, on va avoir une contribution qui est très faible par rapport aux termes qui correspondent à mes courbures ici dans A1. Donc, ce qu'on va faire, de façon à simplifier l'expression de notre paraboloïde, on va venir négliger ces deux termes-là. Ça va nous permettre, avec une erreur d'approximation qui est raisonnable, de simplifier l'expression de notre paraboloïde en considérant que les termes qui sont dans notre A1, c'est-à-dire les courbures qui sont par rapport à les n-1e dimensions. Et ça, en fait, ce que ça représente, bêta moins un', ça représente la distance entre l'origine et un plan, et ça, c'est les termes qui correspondent aux courbures par rapport à chacune de mes n-1e dimensions, qui représentent un paraboloïde pour lesquels l'apex du paraboloïde va être à U' étoile. OK, donc maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut extraire de cette matrice A11 les courbures principales. Donc, comme on l'avait dit, ça ici, c'est notre fonction d'état limite qui a été représentée par une approximation du deuxième ordre, qui est un paraboloïde pour lequel l'apex est à U' étoile. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir la forme comme celle-ci, où on peut venir avoir ce même bêta moins un', mais on veut venir remplacer cette forme quadratique par une forme où j'ai l'indépendance entre chacune de mes directions. Donc, je peux vraiment exprimer les kappa i ui, où kappa i, ce sont les courbures principales. Donc, pour faire ça, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va faire une deuxième rotation. On a fait une première rotation, donc imaginons ça ici, ce serait en 3 dimensions, ma surface d'état limite. Donc, je suis venu réorienter et mon vecteur gradient négatif normalisé, mon vecteur alpha va sortir ici de mon plan, donc il serait comme ceci. Donc, j'avais une direction, une orientation quelconque pour ce plan-là. Donc, ce que je suis venu faire, je suis venu mettre mon vecteur alpha perpendiculaire à ma dernière dimension. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que les courbures principales de ma surface d'état limite qui serait représentée, mais ne correspondent pas aux axes. Pour faire ça, ce que je dois faire une deuxième rotation, de façon à ce que les courbures principales soient orientées avec mes axes U1, U2, etc. Donc, pour faire ça, on a besoin de Q, qui va être une deuxième matrice de rotation, où je peux venir transformer d'un espace à l'autre, de U1 à un deuxième référentiel U1'', à partir de la matrice Q. Okay? Donc, ici, ce qu'on va venir faire, c'est que si je fais U1' fois A11 fois U1, j'avais transposé ma première, mais je peux faire la même chose avec ma matrice de rotation et ma matrice de rotation transposée, où ma matrice Q va contenir les vecteurs propres de cette matrice A1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une décomposition en vecteurs propres, valeurs propres de A1, et Q, ça va être ma matrice de vecteurs propres, et kappa i, ça va être directement les valeurs propres que je cherche ici. OK, donc si on fait un sommaire complet des étapes à travers lesquelles on doit passer de façon à faire notre approximation SORM, première étape, on doit calculer notre matrice hessienne. Donc, si on a n variables aléatoires dans X, mais j'aurai une matrice hessienne de n par n, où chacun des termes, donc le terme par exemple IJ, donc le IM rangé, la JM colonne de cette matrice, ça va être la dérivée partielle de G de U évaluée à U étoile, mon point de conception, de cette dérivée-là par rapport à UI par rapport à UJ. C'est-à-dire ici, donc j'ai la dérivée de mon gradient par rapport à UI par rapport à UJ. Donc, et ça, ce qu'on va pouvoir faire, plutôt que la faire numériquement, ce qui va être en pratique souvent difficile, c'est qu'on va faire, plutôt que la faire analytiquement, on va la faire numériquement. Okay? Donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivée de U étoile, on va faire une perturbation par rapport à UI, dérivée de U étoile, de G de U étoile, on va faire une deuxième perturbation dans l'autre direction, et on va diviser par 2 delta UI, où chacun de ces termes-là ici peut être représenté comme ces deux termes-là. Okay? Donc on va évaluer notre fonction d'état limite à notre point de conception, plus une perturbation par rapport à UI, plus une perturbation par rapport à UJ, moins notre fonction d'état limite évaluée à notre point de conception, où on va ajouter une perturbation par rapport à UI, moins une perturbation par rapport à UJ. On va diviser tout ça, la différence de ces deux termes-là, par 2 delta UJ. On refait la même chose ici, mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir moins UI plus UJ, moins UI, moins UJ.
Et en faisant ces perturbations-là, ça va nous permettre de calculer les dérivées secondes ici de façon numérique. L'avantage de ça, c'est que oui, c'est une approximation, mais habituellement, si on prend des delta UI qui sont relativement petits, l'erreur d'approximation est limitée. Et ça, c'est que ça va nous permettre de calculer les dérivées pour des modèles, par exemple, qui peuvent faire intervenir des modèles éléments finis, pour lesquels ce serait impossible ou très difficile d'aller obtenir de façon analytique l'expression pour les dérivées. Donc ici, ensuite, une fois qu'on obtient notre Hessien, on construit notre matrice P, notre matrice de rotation, pour lesquelles, je vous le rappelle, la dernière rangée, ça va être notre vecteur alpha, notre vecteur gradient négatif normalisé. Et donc, si vous voulez, voilà les pseudocodes pour trouver les matrices de rotation. Donc, ça va prendre en entrée notre vecteur alpha, ça va retourner P, notre matrice de rotation. Donc, on se bâtit une matrice identité. On vient ici se bâtir une matrice B pour laquelle la première colonne, ça va être notre vecteur alpha. Et ensuite, on va avoir une matrice identité tronquée où je vais avoir n-1 dimension. Donc, je vais venir retirer la première dimension. Ensuite, l'algorithme de Gram-Schmidt va venir me retourner ici, va prendre en entrée cette matrice V, va venir me retourner ma matrice P, ma matrice de rotation. Ou ici, ce que je vais venir faire dans cette matrice P, je vais venir explicitement prendre la dernière ligne, prendre la première ligne et la mettre en dernier. Parce que moi, je veux avoir par rapport à ma dernière dimension, ma matrice, mon vecteur alpha. Et où mon algorithme de Gram-Schmidt est donné par l'algorithme qui est donné ici. Donc là, ici, vous pouvez le prendre pour acquis. Ça, c'est l'algorithme de Gram-Schmidt qui nous permet d'automatiquement, à partir de notre matrice en entrée, nous retourner P, notre matrice de rotation. Parfait. Une fois qu'on a ça, on peut calculer notre matrice A complète, parce qu'on a déjà notre Hessien, on a retrouvé à partir de l'algorithme de Gram-Schmidt notre matrice P, on peut calculer ces termes-là ici. Ou ce qu'on va venir faire, nous, on va venir isoler le terme A1, c'est-à-dire on va prendre le résultat de ce calcul-là, on va éliminer la dernière ligne, la dernière colonne. Et donc ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire une décomposition en valeurs propres, vecteurs propres de ce terme A1, où les valeurs propres vont correspondre à kappa i, nos courbures principales. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a ça, on prend le terme A1, on fait décomposition en valeurs propres, vecteurs propres. Tout ce qui nous intéresse ici, ce sont les valeurs propres, parce que nos valeurs propres vont être nos kappa i. Et une fois qu'on a les kappa i, on a tout en main de façon à évaluer cette expression analytique, qu'on exprime comme on l'a vu précédemment, le CDF en une dimension de moins bêta, corrigé par le produit pour les n-1e dimensions de 1 sur la racine de 1 plus psi, qui va être le ratio entre le PDF normal centre réduit de bêta divisé par le CDF normal centre réduit de moins bêta fois kappa i, les courbures par rapport à toutes les n-1e dimensions. Parfait, donc ça fait le résumé complet de qu'est-ce qu'on a à faire pour la méthode SWORM. Donc, les seules deux étapes supplémentaires qu'on a à faire par rapport à FORM, c'est vraiment le calcul du Hessien à partir des dérivées numériques et construction de notre matrice P à l'aide de l'algorithme de Gram-Schmidt. Une fois qu'on a ça, on extrait les courbures principales et on a tout pour évaluer notre probabilité de défaillance qui inclut la définition de notre surface d'état limite, notre fonction d'état limite par le fait même, par un paraboloïde. Donc, les limitations principales de cette méthode SWORM, c'est que lorsque le nombre de dimensions est élevé, l'évaluation de notre Hessien peut devenir coûteux en temps de calcul, parce qu'on a beaucoup de termes dans la matrice. Donc ici, l'évaluation de ça peut devenir difficile, donc peut devenir coûteux, parce que ça peut requérir un grand nombre d'évaluations du modèle. Et dans un tel cas, il existe certaines approximations analytiques de façon à venir calculer automatiquement les courbures à partir de la méthode FORM. Donc, on peut voir ça dans Derkurian et Stefano, comment est-ce qu'on peut venir approximer ces dérivées lorsque l'évaluation du modèle devient coûteuse. Donc, revoyons notre même problème qu'on avait vu précédemment. J'ai ma barre ici soumise à un effort de traction, j'ai la dimension transversale de celle-ci qui est une variable aléatoire, la sollicitation. Donc, exactement le même problème qu'on avait vu précédemment. Donc, première étape, ce qu'on va venir faire, calculer le Hessien. Donc là, ici, comme j'ai deux variables aléatoires, ça va être une matrice 2 par 2. Donc, voilà mon Hessien qui a été calculé à partir des dérivées numériques. Ensuite, je construis ma matrice P de rotation qui va être également de taille 2 par 2. La dernière rangée va être mon vecteur alpha. Donc, voilà mon vecteur alpha, je ne l'ai pas ici, voilà la matrice P, mais voilà ma matrice A que je peux construire en faisant P fois ma matrice Hessienne fois P transposée. Je divise par la norme du gradient. Et donc, ça, c'est ma matrice complète.
comme ici j'ai deux dimensions, mais mon A1, c'est simplement un terme, c'est 0,05. Donc ici, comme j'ai une seule dimension, si je fais une décomposition en valeur propre d'un scalaire, mais ça va me donner directement ce scalaire-là. Donc j'ai directement ma courbure par rapport à ma première dimension, qui est 0,051. Et ça me permet de directement calculer ma probabilité de défaillance sur 1. Donc, on avait l'espace original ici qui est normal multivarié. On a notre approximation form dans l'espace normal centré réduit qui est approximé ici par un plan. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire une rotation de façon à amener ça dans le référentiel U1', U2', où on va venir approximer notre fonction et notre surface d'état limite par un paraboloïde. Okay? Donc, ce qu'on voit ici, c'est que notre probabilité de défaillance form était 10%, alors que si on approxime ça avec un très grand nombre de simulations et la méthode Monte Carlo, on obtient 0,0967. Versus, si on prend SORM, on obtient 0,0966 avec un coefficient de variation ici qui était très très faible au Monte Carlo. Donc, on voit qu'il y a une très très grande similitude entre nos deux estimations, qui est de meilleure qualité que pour FORM. Donc ici, on voit qu'on est vraiment capable de gagner ici de l'exactitude en venant approximer notre domaine de défaillance par une frontière qui est quadratique plutôt qu'une frontière qui est linéaire. Donc, appliquons maintenant ceci à un problème un peu plus complexe, de façon à vraiment voir l'effet des deux rotations. On a, comme je vous le disais, une première rotation de façon à venir orienter notre fonction d'état limite, notre surface d'état limite par rapport au dernier axe, et ensuite une deuxième de façon à venir orienter les courbures principales. Donc, imaginons qu'on a ici la même colonne de section rectangulaire de base B et de hauteur H, où B c'est 100 mm, H c'est 100 mm, qui va être sollicitée par une force axiale P et un moment fléchissant M. Donc, force axiale P, moment fléchissant M, et on va dire que la colonne se plastifie si le ratio entre M et le moment ultime admissible, plus la charge sur la charge admissible au carré, est plus grand que 1. Ou la charge ultime admissible, ça va être base fois hauteur fois Y, la limite élastique. Et le moment admissible, c'est base fois hauteur au carré fois Y sur 4. Et donc là, ici, mes trois variables aléatoires vont être P, la force appliquée, M, le moment appliqué, et Y, ma limite élastique. Et là, ici, j'ai une distribution conjointe de type NATAF pour ces variables-là, où j'ai les moyennes, les écarts types, et les coefficients de corrélation entre chacune de mes paires. Où le PDF pour P, c'est log normal, M, log normal, et Y, ça va être gamma. OK. Ça va les étapes. On calcule le hessien. Donc, ça va être ma dérivée du second ordre qui va être ici évaluée numériquement pour ma fonction d'état limite. Donc, ma fonction d'état limite qui est donnée ici. Ensuite, je construis ma matrice P pour laquelle la dernière rangée, ça va être mon vecteur gradient négatif normalisé. Donc, je vais déjà les trouver, ces vecteurs-là, à partir de la méthode form. Je calcule ma matrice A, j'élimine la dernière ligne, dernière colonne. Je vais venir isoler A1, décomposition en valeurs propres, vecteurs propres, pour lesquels les valeurs propres vont être mes courbures principales, et je peux calculer à l'aide de l'expression suivante ma probabilité de défaillance sur 1. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a l'espace X. Donc X1 et X2, maintenant X3. Donc ça ici, ce qu'on voit, c'est ma surface d'état limite. Ma surface d'état limite qui est maintenant un plan, parce que j'ai trois dimensions. Donc avant, j'avais ma surface d'état limite qui était une ligne, ma fonction d'état limite qui était une surface. Maintenant, comme j'ai une dimension de plus, ma fonction d'état limite est une hypersurface, ou un hyperplan, ma surface d'état limite est un plan. J'ai ici mon point X étoile, mon point de conception, mon point de défaillance le plus probable. Donc ici, je viens transformer dans l'espace U mon espace normal centré réduit, U1, U2, U3. Donc j'ai le point blanc qui est l'origine, j'ai le point rouge qui est mon point U étoile, mon point de conception. Donc j'ai un plan qui est orienté un peu à l'envers comme ceci. Donc j'ai mon origine qui est quelque part ici, et ça pointe ici vers le bas, vers l'intérieur. Ensuite, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a fait une rotation de notre référentiel de façon à venir réorienter notre plan, de façon à ce que mon vecteur gradient négatif normalisé, celui qui part de l'origine et qui va vers le point rouge, on est venu le réorienter vers le haut. Okay? Mais ce qu'on a quand on a ceci, on a un plan qui est un peu comme ça, mais pour lesquels, qui est un peu comme ça, et pour lesquels les courbures principales ne sont pas orientées avec mes axes qui sont orthogonaux. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est mon référentiel U'. Je dois faire une deuxième rotation de façon à venir
orienter mes courbures principales selon mes axes U1', U2', etc. Donc, si on regarde ça un peu plus en détail, j'ai ici mon espace X. Donc, on voit ici mon espace X, j'ai mon point de conception, j'ai mon espace U, on voit l'origine, c'est le point blanc, on voit le point rouge, c'est mon point de conception. Et on voit que le vecteur ici en magenta, ça va être la projection de cette distance entre l'origine et mon point de conception, qui va être mon vecteur gradient négatif normalisé. Parfait. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire avec ma première transformation? Je suis venu mettre ce vecteur-là, qui va être parallèle à ma troisième direction, qui devient maintenant mon U3'. Mais ce qu'on peut voir maintenant, c'est que si je regarde ça par rapport à, par exemple, à U2, mais on voit que les courbures principales que j'ai ne sont pas orientées directement par rapport à une seule variable. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une deuxième rotation de mon référentiel. Et cette deuxième rotation du référentiel, la première pour passer de U à U', c'est ma matrice de rotation de Gram-Schmidt. Ma deuxième rotation pour aller dans mon espace U', où maintenant mes courbures principales sont bel et bien orientées, par exemple, ici par rapport à U2. Donc, si on regarde ici, si on oriente par rapport à U2', mais on voit que mon paraboloïde n'est pas bien orienté. Par contre, ici, pour mon U'', mes courbures principales sont bien orientées. Donc, ça me permet ici de vraiment venir isoler les courbures par rapport à chacune de mes dimensions. Donc, première rotation pour passer de U à U', qui est faite à partir de l'algorithme de Gram-Schmidt. Deuxième rotation, de façon à venir retourner ce paraboloïde-là pour orienter les courbures par rapport à mes axes. Donc, voilà pour ça. Donc, on regarde mon probabilité de défaillance calculée avec Monte-Carlo, avec un coefficient de variation qui est négligeable. On a 0.068. Si on avait fait de l'approximation form, donc approximer cette surface-là par un plan plutôt qu'un paraboloïde, on avait eu 0.057 comme probabilité de défaillance versus 0.7 pour l'analyse SORM. Donc, on voit qu'on est plus précis en faisant une approximation SORM qu'en faisant une approximation form. Donc, on a un gain de précision en termes d'estimation de probabilité de défaillance avec un coût de calcul qui est relativement faible. Et on peut voir ici l'approximation qui a été faite avec Monte-Carlo. Donc, on a un très grand nombre d'échantillons. Tous les points qui sont en vert sont les points qui vont être dans mon domaine de survie. Tous les points qui sont en rouge, ça va être les points dans mon domaine de défaillance. OK, donc quelles sont les limitations de la méthode SORM? C'est que ça va venir approximer la surface d'état limite par rapport au paraboloïde. Bien, si notre surface d'état limite est courbe mais plus complexe qu'un paraboloïde, bien, cette approximation va encore une fois être de plus ou moins bonne qualité. Donc la solution, encore une fois, de façon générale, si on a une surface d'état limite ou une fonction d'état limite qui est fortement non linéaire, c'est d'utiliser Monte-Carlo. Et dans les prochains modules, on va voir comment est-ce qu'on peut faire les méthodes Monte-Carlo avancées qui peuvent nous donner une bonne exactitude avec un nombre limité d'échantillons. Donc, encore une fois, comme pour les méthodes form, lorsqu'on a un très grand nombre de dimensions, donc un très grand nombre de variables aléatoires, le domaine qui va contribuer à notre probabilité de défaillance va être vraiment diffus dans l'espace. Donc, il ne va pas être concentré près de notre point de conception. Donc, le fait qu'on ait une très bonne représentation de notre surface d'état limite près du point de conception ne va pas être nécessairement garante du fait qu'on a une bonne estimation de notre probabilité de défaillance, parce que le contenu de probabilité va être très dispersé dans l'espace. Néanmoins, pour la plupart des cas pratiques dans le domaine de la fiabilité des structures, on arrive à obtenir des solutions avec form et SORM qui s'avèrent adéquates pour les fins pratiques. Donc, en résumé, pour la méthode SORM, ça va être une approximation avec une série Taylor du deuxième ordre de notre fonction d'état limite. Et pour faire cette approximation du deuxième ordre, on a besoin de notre matrice hessienne, qu'on a vu qu'on pouvait évaluer à partir de dérivées numériques. Ensuite, on doit se bâtir une première matrice de rotation P qui est bâtie avec notre matrice de Gram-Schmidt, pour laquelle, dans la matrice P, notre dernière rangée, ça va être notre vecteur gradient négatif normalisé alpha. Une fois qu'on a P et on a notre hessien, on bâtit notre matrice A qui est P hessien P transposé, on divise ça par la norme du gradient. Et dans cette matrice-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les termes sauf la dernière ligne et la deuxième colonne. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que pour ce terme-là, A11, on va venir faire une décomposition en vecteurs propres, valeurs propres. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces valeurs propres-là. Parce que ces valeurs propres, ça va correspondre à la deuxième rotation du référentiel, où on vient orienter notre paraboloïde qui est déjà orienté par rapport à notre dernier axe, par rapport à ses courbures principales. Et ça, une fois qu'on a ça, on a tout en main pour évaluer le résultat analytique de cette intégrale-là, où
on fait intervenir non seulement la distance entre l'origine et le plan, mais également KPI, les courbures par rapport à chacune de mes directions. Donc, première rotation pour passer dans le référentiel U', U1', U2', et deuxième pour venir retourner et réorienter par rapport à mes courbures principales. Donc ça correspond à la troisième méthode qu'on allait voir ensemble par rapport à l'estimation analytique des probabilités de défaillance. La dernière méthode qui nous reste à voir pour l'estimation des probabilités de défaillance, ça va être l'échantillonnage par importance, qui est une méthode d'échantillonnage Monte-Carlo, qui va nous permettre d'appliquer de façon générale des méthodes d'échantillonnage avec un nombre limité d'échantillons. Donc, voilà pour ça. Et dernière chose aussi en termes de théorie de la fiabilité qu'on va voir dans le prochain module, c'est comment est-ce qu'on peut étendre toute la théorie qu'on a vue jusqu'à maintenant pour des composantes, mais cette fois-ci pour estimer des probabilités de défaillance système, qui implique ici l'assemblage de plusieurs composantes. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le module 9.